Donc le rôle du chef d'équipe, je pense, c'est vraiment d'assurer un peu une cohésion au sein de son équipe, de s'assurer que chaque chercheur ne fait pas son projet dans son coin, et donc d'assurer un peu cette cohésion-là. Préciser aux gens que moi j'ai envie que les gens ils soient contents de venir travailler le matin. Je suis Benjamin Perret, je suis chargé de recherche au CNRS, ici dans une unité qui s'appelle BPMP, Biochimie et Physiologie moléculaire des plantes. Et j'anime une équipe qui s'appelle Développement et plasticité du système racinaire, d'environ une dizaine de personnes. Donc l'équipe que j'anime s'appelle Développement et plasticité du système racinaire. Donc c'est vraiment important ces deux aspects, l'aspect développement, c'est-à-dire étudier les mécanismes fondamentaux du développement racinaire. Donc comment les cellules se divisent pour donner naissance à un nouvel organe, comment des hormones, notamment l'auxine, jouent un rôle dans ce mécanisme. Et puis le deuxième aspect, l'aspect plasticité, c'est-à-dire comment l'environnement vient moduler ces mécanismes fondamentaux. Alors on utilise dans l'équipe beaucoup le phosphate et la carence en phosphate, mais aussi d'autres stress. Et l'idée c'est de voir comment ces changements dans l'environnement modifient et font qu'une plante va être amenée à faire plus ou moins de racines latérales, plus ou moins rapidement. Donc on essaye d'étudier ces deux aspects et pour ça on se base sur deux modèles. Le lupin blanc, qui est un modèle intéressant parce qu'il fait des structures racinaires particulières qu'on appelle les racines protéoïdes. Et puis la plante modèle Arabidopsis parce que c'est pratique et que ça va vite. Donc voilà, moi j'ai obtenu ma thèse à l'université de Montpellier. J'avais fait mon doctorat à l'IRD sous la direction de Laurent Laplace. Suite à ça j'ai fait un postdoc à l'étranger en Angleterre chez Malcolm Bennett. Et puis je suis revenu en France dans le laboratoire de Laurent Dussomme et c'est là que j'ai postulé au CNRS. Donc finalement j'ai obtenu mon poste 6 ans après l'obtention de ma thèse. Et l'année suivante j'ai postulé à un financement auprès du Conseil de la recherche européen, donc des financements ERC d'un montant de 2 millions d'euros que j'ai obtenu. Et en fait c'est ça un peu qui m'a propulsé, qui m'a amené à faire une mobilité, à rejoindre cette unité. Et donc dans la foulée c'était logique que je crée une équipe. Donc ça s'est fait finalement assez tôt dans ma carrière. Donc c'était pas forcément une ambition personnelle de créer une équipe aussi rapidement, mais ça s'est fait, j'avais les moyens de le faire, donc j'ai un peu embrassé cette opportunité et aujourd'hui je regrette pas du tout parce que ça me donne une liberté de mener mes projets comme je le souhaite, d'interagir avec les gens avec qui je veux interagir. Donc non, moi je suis, voilà, rétrospectivement maintenant ça fait 3 ans, je suis vraiment très content d'avoir pris ces responsabilités-là. Et donc quand je suis arrivé ici, évidemment il y a eu une discussion avec la direction de l'unité. J'ai présenté mon projet à tous les chefs d'équipe et puis il y a eu toute une procédure de validation par ce conseil, par la direction et puis par le personnel qui a voté aussi la création de cette équipe. Je pense que pour être chef d'équipe, effectivement, il faut déjà avoir une vision scientifique, savoir un peu voilà, où on est, où on veut aller. Bon, ça c'est ce qu'on demande à tout chercheur, mais là il faut aller un peu plus loin parce que ça, on englobe d'autres chercheurs, on englobe toute une équipe. Donc je pense que ça c'est important. Un sens de l'anticipation aussi, ça c'est vraiment important. Parce qu'on s'attend toujours de son chef qu'il ait déjà une réponse, qu'il ait déjà prévu ce qui allait se passer, donc l'anticipation c'est important. La communication c'est très important aussi, parce que les membres de l'équipe peuvent très facilement se sentir exclus ou penser qu'on les a oubliés, donc c'est important toujours de diffuser l'information, de communiquer. Et puis voilà, il faut être capable de résoudre les conflits, parce qu'on ne peut pas travailler toute l'année ensemble sans que des fois il y ait des conflits entre les uns et les autres, donc il faut être capable aussi de résoudre un peu les conflits. Donc c'est quand même une activité qui demande beaucoup de compétences, notamment en management, et pour être honnête, les chercheurs, on n'est pas très bons en management. Donc ça, il y a clairement des efforts à faire de ce point de vue-là. Alors il faut savoir que le chef d'équipe n'a pas vraiment d'existence légale, hein. C'est vraiment le directeur d'unité qui est la hiérarchie pour tout le personnel de l'unité. Mais le directeur d'unité choisit d'organiser son unité en équipe et confie un certain nombre de responsabilités à ses chefs d'équipe. Donc c'est aussi l'unité et le règlement de l'unité qui prévoit comment les équipes sont créées, qui peut prendre la tête d'une équipe. Donc ça va être très dépendant de chaque unité. Ici à BPMP, voilà, il faut présenter un projet devant le DU et devant le conseil des chefs d'équipe. Il faut que ce projet soit validé, il faut qu'il soit aussi validé derrière par le conseil d'unité. Et puis, il faut aussi, en soi, avoir fait un peu ses preuves, donc avoir démontré qu'on avait la capacité à gérer une équipe, donc à travers ses publications, à travers l'obtention de projets. Donc tout ça, ça se décide un peu au cas par cas, mais c'est pas automatique, en tout cas. Le chef d'équipe, c'est vraiment une définition au sein d'une unité,
Mais finalement, moi, en tant que chargé de recherche, voilà, j'ai les mêmes grilles de salaire que n'importe quel chargé de recherche. Le fait d'être chef d'équipe, c'est vraiment une mission qui est confiée. Après, cette mission, elle est reconnue, donc c'est vrai que pour passer les concours DR, par exemple, avoir eu la responsabilité d'une équipe pendant des années, c'est évident que ça fait une différence. Donc on n'a pas le même rôle, et ça, c'est reconnu. Mais c'est vrai qu'il y a un peu une déconnexion entre ce statut de chargé de recherche ou directeur de recherche et ce statut de chef d'équipe. En général, les chefs d'équipe sont directeurs de recherche. Donc c'est une équipe que j'ai créée il y a 3 ans, et donc la responsabilité, ça a été de définir la thématique de cette équipe. Ensuite, dans le cadre de projets, de faire des recrutements, donc de recruter des CDD, de recruter des stagiaires, et ensuite de les aider à décrocher par exemple des financements de doctorat. Et puis j'ai des chercheurs et des personnels ITA permanents qui ont rejoint mon équipe, donc de définir ensemble finalement un projet commun et de s'assurer finalement du bon fonctionnement de cette équipe. La plus grosse difficulté, c'est que finalement en tant que chef d'équipe, on est un peu comme un chef d'entreprise. Il faut lancer les activités, il faut avoir des idées. Et il y a toujours un peu cet équilibre qui est difficile à trouver entre pas assez et trop. C'est-à-dire qu'au début, moi quand je suis arrivé, j'étais tout seul, donc il a fallu que je lance beaucoup de choses, que je m'implique, que j'ai des idées. Puis petit à petit, là, je me fais rattraper par, voilà, quand ça commence à prendre de l'ampleur, ça prend du temps, de plus en plus de temps. Et c'est difficile de dire non, parce qu'au début, on est demandeur, puis au bout d'un moment, on a des sollicitations, beaucoup de sollicitations sur différents aspects, où on se lance dans des projets, on n'avait pas prévu qu'ils prendraient cette ampleur. Donc vraiment la difficulté, c'est d'arriver à trouver cette balance entre trop peu et trop au final. Alors c'est sûr que la pression, donc d'un côté de la publication, de l'autre côté d'obtenir des financements, elle existe, elle est là au quotidien. Bon après voilà, il faut remettre ça dans le contexte où on a quand même la chance, en tout cas quand on est permanent, d'avoir un poste fixe, ce qui n'est pas forcément le cas dans beaucoup de pays d'Europe et même au-delà. Mais cette pression elle existe et c'est vrai que on l'a pour nous-mêmes et en tant que responsable d'équipe, on l'a aussi surtout pour les plus jeunes, les doctorants, les post-doctorants. Parce que pour eux, ces publications, ça va être le passeport pour la suite de leur carrière, pour des recrutements ou pour retourner dans leur pays s'ils veulent retourner dans leur pays. Donc cette pression-là, elle existe au quotidien et c'est vrai que on design un peu nos projets de recherche autour de l'idée de comment on va publier nos résultats, est-ce que ça va être intéressant, moins intéressant. Donc ça, c'est un biais qui est assez important dans notre recherche et qui peut-être des fois nous amène à faire des choix et à partir dans des directions qui sont peut-être plus intéressantes en termes de publication que des fois scientifiquement, il y aurait des choses plus risquées qu'on pourrait faire et on ne choisit pas cette route parce que c'est peut-être des fois trop risqué. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend en le faisant. Quand on sort en général de sa thèse et de la fac, on est bon pour la biologie et encore, il y a beaucoup de choses à apprendre parce que souvent on se spécialise dans un domaine. Tout ça s'apprend un peu au fur et à mesure. Monter des projets, écrire un projet par exemple, c'est compliqué, hein, c'est pas simple. Donc on l'apprend en général avec des chercheurs seniors. Et puis toute la partie suivi de projet, on l'apprend en le faisant, au contact des gestionnaires, au contact de tout un tas de gens. Moi c'est ce qui m'a plu parce que ça permet justement de faire des choses un peu différentes. Mais c'est vrai que voilà, ce serait utopique de penser qu'au sortir de la fac, on est formé, on sait tout faire. Mais bon, ça je pense que c'est vrai dans beaucoup de métiers finalement. Donc une des évolutions pour moi, ce serait de passer directeur de recherche. Donc j'ai fait une première tentative au concours l'année dernière, c'était un peu tôt. Donc là il faut justement que je publie des articles en dernier auteur pour prouver que voilà, j'ai réussi à transformer l'obtention de financement, l'encadrement d'une équipe, la conduite de projets scientifiques en des publications qui correspondent à mon travail. Donc ça c'est une évolution pour moi que je souhaite, d'essayer d'évoluer vers ces postes de directeur de recherche. Après, voilà, pour la première fois, là, depuis 3 ans, je me suis un peu stabilisé dans un labo sur une thématique. Donc là, je ne me vois pas forcément repartir, bouger encore. J'ai bien envie de rester là. Parce que 10 ans, finalement, c'est beaucoup, mais en termes de recherche, ça passe très vite. Donc dans 10 ans, je me vois probablement avoir fait mûrir mon projet, avoir évolué. Et essayer de maintenir cette thématique qui m'intéresse. En fait, au CNRS, il y a 2 grands corps, ce qu'on appelle des corps. C'est le corps des chargés de recherche, le corps des directeurs de recherche. Et ils n'ont pas les mêmes missions, ils n'ont pas les mêmes grilles de salaire. Donc, une des évolutions pour un chargé de recherche, c'est de rentrer dans le corps des directeurs de recherche. Donc, ça correspond à un concours, c'est plus le même poste. Donc, on attend d'autres types de responsabilités. Les directeurs de recherche, comme leur nom l'indique, doivent diriger, donc doivent avoir une visibilité scientifique, doivent encadrer des gens, que ce soit d'autres chercheurs, des doctorants, des thésards. Donc, pour passer directeur de recherche, quels que soient les instituts d'ailleurs, il y a un concours, donc c'est sélectif, et ça se fait sur la capacité à obtenir des projets, les publications qu'on signe notamment en dernier auteur, les gens qu'on encadre, etc. Il y a tout un tas de critères pour devenir directeur de recherche.
Donc c'est vrai que l'intérêt du secteur public, c'est que finalement, il y a cette liberté d'aller explorer des parties de la recherche, trouver des connaissances fondamentales. Donc ça, cette liberté-là, elle n'existe pas dans le privé, où il y a des objectifs d'amélioration, par exemple, si on parle dans le végétal. Après, c'est vrai que le privé a des salaires beaucoup plus importants. Donc dans le public, on a un peu ce compromis que voilà, on a peut-être des salaires moins importants, mais on a cette liberté-là qui permet quand même sur le long terme, je pense, de satisfaire un peu une curiosité scientifique, et notamment au sein du CNRS. Donc pour l'instant, non, j'ai pas du tout de regrets, je suis assez content d'être arrivé jusque-là. Après, voilà, on verra ce que l'avenir nous dira, mais pour l'instant, non, je pense que je suis assez chanceux pour pas avoir trop de regrets finalement. Pour les étudiants, enfin moi, ce qui m'a un peu toujours motivé, c'était d'essayer de me faire plaisir dans ce que je faisais. Je pense qu'on est vraiment bon quand on fait vraiment quelque chose qu'on aime. Donc l'idée de se dire, bon, je vais souffrir pendant 2-3 ans et après ça ira mieux, je pense que c'est pas une bonne idée, parce que si vraiment on est en souffrance, il vaut mieux faire autre chose. Parce que si on accepte ça, après je pense qu'on va l'accepter tout au long de sa carrière. Donc vraiment, voilà, essayer d'aller vers ce qu'on aime, en fait. Et ça, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours facile de savoir ce qu'on aime. Des fois, on se fait des idées, puis quand on essaye, ça marche pas. Mais c'est à ça que servent les stages. Donc, aller faire des stages, aller demander aux chercheurs, voilà, comment se passe leur quotidien, pour en savoir un petit peu plus. Mais je pense que c'est ça vraiment la clé, quoi. C'est de se lever le matin et d'avoir envie de se lever le matin, d'avoir envie d'aller travailler. Et quand on n'a plus envie, c'est qu'il faut faire autre chose.